Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, un gouvernement démis et un Premier ministre reconduit. La scène politique sénégalaise est en plein chamboulement. Le président Macky Sall a annoncé ce vendredi la dissolution du gouvernement. Seul le Premier ministre Amadou Ba reste en poste. Au Libéria, les 20 prétendants à la magistrature suprême n'ont plus que quelques heures pour convaincre les indécis, puisque la campagne électorale pour la présidentielle du 10 octobre prend officiellement fin ce dimanche. Gros plan sur Joseph Boakai, candidat du parti Unity, dans ce journal. Et puis la guerre au Soudan menace le Soudan du Sud de famine. Selon le programme alimentaire mondial, 90% des 300 000 personnes arrivées au Soudan du Sud ces 5 derniers mois souffrent de malnutrition. Au Sénégal, le président Macky Sall a signé ce 6 octobre un décret mettant fin aux fonctions des membres du gouvernement. La composition d'une nouvelle équipe sous la direction du Premier ministre Amadou Ba, qui lui a été reconduit, est attendue dans les prochains jours. La dissolution du gouvernement intervient à moins de 5 mois de l'élection présidentielle de février 2024 à laquelle Amadou Ba portera les couleurs de la coalition au pouvoir. Les détails avec Samantha Saberou Saboubanga. Au Sénégal, le président Macky Sall a pris par décret la dissolution de son gouvernement. La décision a été annoncée ce vendredi 6 octobre 2023 dans un communiqué de la présidence sénégalaise. Il a reconduit dans la même foulée le candidat de son parti à l'élection présidentielle, le Premier ministre Amadou Ba, pour la formation d'une nouvelle équipe élargie à des technocrates et à des politiques. La dissolution du gouvernement par le président Macky Sall s'apparente clairement à une manœuvre politique. Elle peut avoir intervenu soit suite à l'observation ou le soupçon de défection au sein du gouvernement actuel, soit pour anticiper et éviter toute défection au moment des élections de 2024. À moins de 5 mois de l'élection présidentielle de février 2024, la mise en place très attendue du nouveau gouvernement suscite des spéculations alors que l'incertitude demeure quant au rejet de la requête de l'opposant Ousmane Sonko concernant des fiches de parrainage. La Cour suprême a rejeté vendredi 6 octobre la requête en référé liberté, introduite par l'opposant Ousmane Sonko contre le refus de la Direction générale des élections, DGE, de lui donner une fiche de parrainage pour la présidentielle de février 2024. Dans un contexte préélectoral, la dissolution du gouvernement tout en maintenant le Premier ministre peut être une stratégie pour le président sortant de conforter Amadou Ba dans sa position de candidat de la coalition au pouvoir avant le scrutin. Cette dissolution d'ailleurs intervient le même jour que celui pris par le président ivoirien Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ces deux présidents qui, entre guillemets, qu'on peut considérer comme étant les rescapés des valses et des enchaînements de coups d'État ces derniers temps dans la sous-région, pour eux, c'est une façon de prendre de nouvelles mesures afin d'éviter de se retrouver dans la même position. La dissolution donc d'un gouvernement colle parfaitement à ces mesures d'anticipation. En poste depuis septembre 2022, Amadou Ba est le candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, à la présidentielle de 2024. Il a été choisi par le chef d'État Macky Sall, qui a renoncé en juillet 2023 à briguer un 3e mandat. Selon le communiqué de la présidence sénégalaise, les détails concernant la composition du nouveau gouvernement seront révélés prochainement, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase pour l'administration sénégalaise. Le Sénégal où Ousmane Sonko a été débouté par la Cour suprême ce vendredi. L'opposant avait demandé que lui soit reconnu le droit de récupérer les fiches nécessaires à la récolte des parrainages citoyens en vue de la présidentielle, arguant que participer à une élection est un droit fondamental inscrit dans la Constitution sénégalaise. Une demande rejetée par le juge de la Cour suprême qui estime que le ministère de l'Intérieur a le droit de déterminer qui peut être candidat ou non à une élection présidentielle. Notons qu'un autre recours portant sur la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales a été déposé auprès du tribunal de Ziguinchor. Le jugement est attendu dans les prochains jours. Cette fois, sera-t-elle la bonne pour Joseph Boakai? Eh bien, l'ancien vice-président fait partie des 20 candidats en lice pour la présidentielle du 10 octobre au Libéria. Il met en avant son expérience politique et sa connaissance approfondie des défis auxquels le pays fait face pour espérer faire mieux qu'en 2017. En portrait avec Philomène Tine.
Figure respectée et influente dans la politique libérienne, Joseph Boakai a occupé plusieurs postes importants dans le gouvernement du Libéria, dont ceux de ministre de l'Agriculture et des Transports. Il a été vice-président de la République du Libéria de 2006 à 2017 dans l'administration de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf. Devenu membre du Parti de l'Unité depuis 2005, il s'est présenté à l'élection présidentielle libérienne de 2017, arrivant en deuxième position. Joseph Boakai, 79 ans, est candidat à l'élection présidentielle du 10 octobre 2023 au Libéria. Joseph Boakai dispose effectivement d'une longue expérience. Il a travaillé dans les organisations internationales, il connaît mieux l'environnement politique libérien, y compris de la sous-région. Donc, disposant aujourd'hui d'une longue expérience politique et en matière de développement, ce technocrate libérien constitue une menace réelle aujourd'hui pour la relation de George Weah. D'autant plus qu'il est issu d'une communauté ethnique qui est très majoritaire, parce qu'il faut dire que le vote au Libéria reste encore ethno-tribal. En annonçant sa candidature pour l'élection présidentielle libérienne de 2023, Joseph Boakai a exprimé sa volonté de relever les défis auxquels fait face le Libéria. Il propose de promouvoir la croissance économique du pays, réduire la pauvreté, accroître l'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi pour tous les Libériens, développer le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire du pays, promouvoir une gouvernance transparente et responsable en renforçant les institutions démocratiques et en luttant contre la corruption, entre autres. Joseph Boakai pourrait être une réponse aujourd'hui à tous ces dysfonctionnements qu'on a constatés pendant le premier mandat de George Weah. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est que George Weah a joué d'une popularité, notamment en raison de son passé de footballeur au niveau de la jeunesse libérienne, et également d'un réseau en Afrique de l'Ouest de soutien de certains chefs d'État, notamment du côté du Sénégal et également de la Côte d'Ivoire. Donc voilà autant d'enjeux qui peuvent cristalliser une telle élection après beaucoup d'années d'incertitude marquées par la violence politique. Au Libéria, 20 candidats sont en lice en vue de la présidentielle du 10 octobre 2023. Avec le président sortant George Weah, Joseph Boakai est en tête d'affiche de ce scrutin. Il était arrivé au deuxième tour de l'élection de 2017 avec 38,4% des voix. Et sachez que cette campagne électorale a été émaillée de violences qui ont fait 3 morts. L'ONU et la CEDEAO demandent l'ouverture d'une enquête à ce propos. Les deux institutions appellent par ailleurs les leaders politiques à la retenue afin de garantir un scrutin apaisé. Dans le reste de l'actualité, les TIC font surfer l'économie nigériane. Les technologies de l'information et de la communication ont contribué à hauteur de 17,47% au PIB au premier trimestre 2023 et de 19,54% au deuxième trimestre. Pour maintenir le cap, plusieurs mesures ont été annoncées par les autorités avec l'ambition de porter la contribution de ce secteur à 22% du PIB d'ici 2027. Les précisions de Mildred Yamou. Le Nigeria souhaite porter à 22% la contribution du secteur des technologies de l'information et de la communication au produit intérieur brut d'ici 2027. Une ambition qui entre dans le cadre du programme gouvernemental d'accélération de la prospérité grâce à l'efficacité technique et au développement du haut débit, avec une contribution de 19,54% au deuxième trimestre 2023. Le secteur des TIC était le deuxième plus gros contributeur au produit intérieur brut réel du Nigeria, derrière le secteur agricole qui a participé pour environ 21,1% au cours de la dite période. C'est déjà un grand signe qui montre la dynamique de l'économie nigériane, qui est vraiment veut se positionner comme un acteur en Afrique en matière du numérique, en matière du digital. Les années passées montrent quand même que c'est un pays qui résolument veut faire de la croissance économique un élément important pour le bien-être de sa population en passant par le digital. Plusieurs mesures sont envisagées par le gouvernement nigérian pour accroître la participation des TIC à l'économie nationale d'ici 2027. Parmi elles, la hausse de 15% des investissements dans le secteur des télécommunications par an, la réduction de 61% des Nigérians non connectés dans les zones rurales, la formation de 3 millions de personnes pour augmenter le nombre d'emplois dans les TIC, l'augmentation de 5 milliards de dollars du financement des startups et l'accélération de l'alphabétisation numérique dans le pays à 70%.
ayant bien compris que l'avenir s'inscrit dans le numérique. Et je crois que ce positionnement est très intéressant et permet quand même de pouvoir améliorer substantiellement les conditions de vie d'un certain nombre de populations nigériennes. Au Nigeria, avec l'augmentation des investissements dans le secteur des TIC, dans le cadre des efforts de l'exécutif visant la transformation numérique, le secteur poursuit sa trajectoire de contribution croissante à l'économie nationale. Consolider la croissance des PME en Afrique, tel était le thème de la 8e édition de l'Africa SME Champions Forum qui a pris fin ce 7 octobre à Lomé, capitale togolaise. Un rendez-vous marqué par des engagements concrets en faveur du développement des PME. Une enveloppe de 10 milliards de francs CFA sera d'ailleurs débloquée à cet effet. C'est un reportage de Steven Midiola commenté par Joël Mbalo. Plus d'une centaine d'entrepreneurs venus de divers pays d'Afrique convergent vers Lomé, la capitale togolaise, pour la 8e édition du Africa SME Champions Forum. Le thème de cette année est consolider la croissance des PME, un sujet crucial pour de nombreux participants qui font face à des défis majeurs en matière de financement. Parmi eux, Kani Kofi, un jeune entrepreneur togolais qui a créé une entreprise opérant dans plusieurs secteurs, notamment la production de thé à base de bissap. Comme beaucoup, l'accès au financement reste son principal obstacle. Il y a des difficultés beaucoup plus liées à l'accès au financement. C'est-à-dire les PME, on a tendance à demander aux PME de fournir par exemple des titres fonciers comme on l'a dit tout à l'heure. Ce que moi j'ai pu capter, c'est qu'il y a des outils qui sont en train d'être développés par ses partenaires. La force du forum réside dans sa capacité à rassembler non seulement des entrepreneurs, mais également des décideurs et des institutions financières africaines pour un échange constructif. L'ambition est de proposer des solutions concrètes aux entrepreneurs, d'échanger sur les meilleures pratiques et de partager des informations sur les programmes disponibles pour faciliter leur recherche de financement. D'abord, le FAEJ est un dispositif d'appui technique et financier. Et donc, c'est une structure qui accompagne le jeune porteur d'idées d'entreprise sur toute l'étape d'idéation jusqu'à la création de son entreprise. Et ensuite, comment l'aider à consolider son organisation pour attirer des ressources adaptées à sa croissance. Lancé en 2014, le Forum des champions des PME africaines s'est donné pour mission d'améliorer l'environnement des PME sur le continent. Ces PME sont le véritable moteur des économies africaines. Selon la Banque africaine de développement, en 2019, les PME représentent jusqu'à 90% de toutes les entreprises du continent et contribuent à hauteur de 60% à la création d'emplois. Une crise de la faim se profile pour les Soudanais du Sud. C'est la mise en garde formulée le 3 octobre par le Programme alimentaire mondial. Il faut dire que la guerre au Soudan a déjà occasionné le déplacement de plus de 5 millions de personnes, dont de nombreux Sud-Soudanais qui retournent dans leur pays où la situation humanitaire est déjà préoccupante. À l'heure actuelle, 6,1 millions de personnes sont exposées à la famine. On fait le point tout de suite avec Nana Kamsoukom. Au Soudan du Sud, plus de 7 millions de personnes sont menacées par une insécurité alimentaire selon les Nations Unies. Une situation accentuée par le conflit armé au Soudan voisin. En effet, sur quelques 300 000 réfugiés soudanais enregistrés ces 5 derniers mois, un enfant sur 5 souffre de malnutrition et 90% des familles affirment passer plusieurs jours sans manger. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a sonné l'alerte dans un communiqué publié le 3 octobre 2023. Après 4 ans de précipitations incessantes, certaines régions du Soudan du Sud s'apprêtent à connaître une sécheresse. La saison sèche prolongée et les précipitations tardives vont avoir une incidence sur les cultures, entraînant une insécurité alimentaire et une vulnérabilité. Les activités criminelles visant les denrées alimentaires augmentent. À bord, dans un seul incident, 7 tonnes de denrées alimentaires ont été volées. À Jonglei, le PAM a dû suspendre le prépositionnement des denrées alimentaires pour la 3e fois cette année. Dans un
rapport publié en 2022, la FAO précise que la situation du Soudan du Sud résulte d'une combinaison de conflits, de mauvaises conditions macroéconomiques, d'événements climatiques extrêmes et une spirale des coûts de nourriture et du carburant, ainsi qu'une baisse de financement des programmes humanitaires. Pour garantir une meilleure sécurité alimentaire, le gouvernement multiplie les investissements agricoles. De plus, le pays a mis en œuvre plusieurs politiques relatives à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement. C'est le cas notamment de la politique nationale de l'environnement 2015-2025. Le PAM a déjà pu atteindre plus d'1 million de personnes dans 14 des 18 États. Mais en raison de l'insécurité, des problèmes de changement d'approvisionnement et du fait qu'une grande partie de notre nourriture a déjà été détournée, nous allons avoir du mal à atteindre les personnes qui ont besoin de notre aide et qui en ont besoin maintenant. Selon le PAM, le Soudan du Sud aura besoin de 567 millions de dollars supplémentaires au cours des 6 prochains mois pour fournir une assistance vitale et investir dans des initiatives de renforcement et de résilience à long terme. Le plus jeune État du monde, le Soudan du Sud, s'est affranchi du Soudan en 2011. Entre 2013 et 2018, il a sombré dans une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts. Seulement malgré les réserves de pétrole et les actions des autorités sud-sudanaises, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.